Retrouvez-moi sur la chaîne YouTube GPTV toute la semaine avec Nicolas Stocker et découvrez la revue mensuelle Géopolitique Profonde avec les meilleures analyses géostratégiques et financières. Toutes les informations sur géopolitiqueprofonde.com. Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Depuis 2012, le pays a subi une cinquantaine d'attaques terroristes islamistes, parmi lesquelles celles contre Charlie Hebdo, celle du 13 novembre 2015 contre le Stade de France, le Bataclan, les cafés et restaurants des 10e et 11e arrondissements de Paris. Depuis 2012, les attentats terroristes ont causé la mort de 273 personnes et ont fait de très nombreux blessés. Une note sur l'état de la menace terroriste en France est sortie la semaine dernière et aujourd'hui, je le rappelle, nous sommes le 11 mars, nous commémorons la journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. Alors, y a-t-il toujours une menace terroriste en France? Pour en parler ce matin, nous sommes avec Pierre Conessa. Bonjour Pierre Conessa. Bonjour. Alors vous êtes ancien haut fonctionnaire, auteur de ces livres, Dr Saoud et Mr Djihad, c'était en 2016, de Dieu, on ne discute pas les radicalismes religieux en 2020, Vendre la guerre, le complexe militaro-intellectuel aux éditions de l'Aube, et puis État des lieux du salafisme en France, du séparatisme au terrorisme aux éditions l'Aube aussi. Alors, il y a une baisse de l'activité du terrorisme en France. Alors, selon le ministère de l'Intérieur, c'est à la fois l'action militaire et en même temps la coopération internationale et la chute de Daesh. Est-ce que vous pensez justement qu'il y a eu cette baisse d'activité terrorisme en France est due à donc la chute de Daesh et de l'État islamique? Probablement en partie, oui. Il reste effectivement que la menace terroriste, par nature, ne fait pas l'objet de déclarations régulières pour donner l'état des forces, si vous voulez, du côté des salafistes. Ce qui est certain, c'est qu'on a effectivement aujourd'hui plusieurs formes de terrorisme, y compris un terrorisme d'extrême droite aussi, donc il ne faut pas l'oublier. Et donc, si vous voulez, cette forme d'expression qui est la contestation d'une démocratie et d'une république par des formes violentes est quelque chose qui commence à devenir très inquiétant. On pensait effectivement à l'écologie radicale également, c'est-à-dire qu'on semble avoir une espèce de déchirure du consensus social qui fait que, en se posant comme victime en général, alors les musulmans considèrent qu'ils sont victimes d'islamophobie, et les soulèvements de la terre considèrent qu'ils sont victimes de l'absence de politique écologique. Bon, donc ceci justifiant des formes d'action terroristes plus ou moins violentes qui peuvent viser les biens, ce qui est le moins grave, mais qui peuvent surtout viser les gens. Alors aujourd'hui, on le sait, il y a moins d'attaques terrorisme qu'avant. Donc on se souvient évidemment de Charlie Hebdo, puis de l'attentat du Bataclan, puis ce qui s'est passé à Nice. Aujourd'hui, on est moins, il n'y a plus ce genre d'attaques terroristes. Mais tout de même, il y a un sondage IFOP dévoilé hier qui confirme le traumatisme, notamment de l'attaque du 7 octobre du Hamas contre Israël. 9 Français sur 10 jugent qu'il y a une menace terroriste élevée en France. Ils sont 83% à s'en inquiéter et 78% des sondés parlent de lutte contre le terrorisme islamique et l'un des défis les plus importants de ce siècle. Donc il y a toujours cette menace, enfin cette crainte des Français d'une menace terroriste en France et islamique. Je rappelle que, si vous voulez, il y a 2 événements récents et qui sont extrêmement graves. C'est 2 professeurs de l'éducation nationale qui ont été tués. Un a été décapité, Samuel Paty, et l'autre a été tué par un élève qui était dans le même lycée que lui. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que jamais on avait eu ce ciblage sur les enseignants, surtout par des formes en plus d'attaques personnalisées, par des auteurs qui étaient des mineurs. Alors, il y a 2 cas qui sont extrêmement intéressants. D'abord, le cas de Anzorov, qui arrive à l'âge de 2 ans en France. Il est d'origine tchétchène avec sa famille, il a un statut de réfugié politique. Et à 2 ans, il va passer par l'école républicaine. Et puis un beau jour, il va aller décapiter un professeur qu'il ne connaît pas parce qu'il a entendu dire que. Bon. Ça, c'est Samuel Paty. Ça, c'est Samuel Paty. Et donc ça, c'est absolument odieux et scandaleux parce que figurez-vous qu'après qu'il ait été abattu par la police, le père félicite son fils pour ce qu'il a fait et toute la famille rentre en Tchétchénie. Alors, je me suis posé une question que j'ai posée à la Cour nationale du droit d'asile, c'est-à-dire je voudrais bien voir le dossier Anzorov. Pourquoi lui a-t-on accordé l'asile? On arrive sur une question centrale, c'est que tout réfugié, toute personne persécutée à la surface de la planète ne devrait pas avoir droit par nature à un asile s'il est dangereux pour la population française. Deuxième cas, celui qui va tuer le professeur Samuel Bernard, Dominique Bernard, qui lui est un ingouche.
Ah oui, non, c'est pas pareil, c'est un ingouche. Or, comme vous savez, la diplomatie française en Tchétchénie, en Ingouchie, est extrêmement active. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien, si vous voulez, entre une posture internationale de la France qui justifierait, comme ça s'est passé, si vous voulez, en 2015, par une intervention militaire extérieure qui viendrait à une espèce d'action de rétorsion terroriste. Donc, ce sont ces formes-là sur lesquelles il faut réfléchir, parce qu'encore une fois, ça veut dire qu'il faut revoir tout un dispositif. Vous avez cité l'exemple de Gaza, on va y revenir, si vous voulez, mais j'insiste sur ce point aujourd'hui. Cette France terre d'asile, si vous voulez, qui fait qu'on croit qu'un individu persécuté chez lui va devenir un républicain quand il arrive ici, est faux. C'est faux. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est effectivement l'affaire Gaza-Israël. Les attentats du 7 octobre. Les attentats du 7 octobre et la suite, la répression. Moi, mon analyse, c'est qu'il y a deux radicalismes face à face. Il y a effectivement le Hamas. Le Hamas s'était fait élire dans la bande de Gaza et puis ensuite avait installé une dictature, si vous voulez, pour garder la maîtrise sur ce territoire. En face de lui, vous avez Benjamin Netanyahou, qui est un homme qui s'est opposé à toutes les solutions politiques avec les Palestiniens, dans toute sa carrière, et qui va profiter de cette opportunité, de ce massacre effroyable qui va se passer le mois dernier, le 7 de ce mois-ci, pardon, pour une répression qui devient totalement disproportionnée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une politique d'extermination à Gaza. Alors ça, c'est vos propos, on le rappelle. Oui, absolument, ce sont mes propos. Et je vais même vous donner un exemple. C'est que quand on est... il faut utiliser les mêmes termes sur les mêmes phénomènes. Moi, la seule chose qui m'intéresse, ce sont les victimes. Qu'on m'explique ensuite que les hommes politiques sont là pour faire le bien de la planète, qui sont évidemment imbibés d'amour et de joie de vivre, c'est faux. On a là quelque chose qui est extrêmement grave. Et je rappelle qu'indépendamment de Gaza, il y a une colonisation juive radicale qui se poursuit en Cisjordanie, qui crée des colonies illégales, que ces colonies illégales sont protégées par l'armée sur des routes interdites aux Palestiniens. Donc on a un gouvernement qui refuse toute possibilité d'issue politique au problème palestinien. Bon, mais aujourd'hui, le terrorisme en France, et donc d'après d'ailleurs ce sondage, les Français craignent une répression islamiste et non pas juive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de terroristes juifs en France qui revendiqueraient notamment une Palestine occupée et un Israël qu'Israël contrôle le territoire. Oui, alors effectivement, vous avez raison d'insister sur ce point parce qu'on est dans les perspectives des Jeux Olympiques. Vous savez qu'il y a environ 12 000 fichiers S, mais fichiers S, c'est très hétérogène comme classification, parce que vous avez aussi bien le mari qui frappe sa femme que le terroriste islamiste. Par contre, vous avez un haut de spectre qui concerne environ 4 000 personnes, qui sont, eux, considérés comme terroristes dangereux, c'est-à-dire potentiellement passage à l'acte violent. Depuis quelques mois, ou depuis quelques années, moi je dis, mais il faut vider ce haut du spectre. Mais on m'explique qu'on ne peut pas les expulser s'ils n'ont pas commis d'actes délictueux. Bon. Il me semble que quand même, après les attentats de 2015, rappelez-vous qu'on avait posé un problème qui me paraissait facile à résoudre, qui était la déchéance de nationalité, et Hollande avait reculé. Et il a même rouvert sa bouche pour dire qu'il regrettait d'avoir posé ce problème. Et aujourd'hui, il y a 470 personnes qui sont en liberté, qui ont été en prison pour terrorisme et qu'on a remis en liberté depuis 2018, je crois. Mais si vous voulez, si on veut effectivement préparer les Jeux Olympiques, ça veut dire qu'il faut vider ce stock. Ça veut dire qu'il ne faut pas se refuser à expulser des gens qui, si vous voulez, présentent un degré de dangerosité qui n'est pas obligatoirement le passage à l'acte, mais qui sont des propagandistes. Regardez le fait de cet imam qui avait expliqué que le drapeau français était satanique. J'ai oublié son nom. Cet homme a été expulsé en 48 heures. Ça veut donc que les moyens légaux existent. Pourquoi est-ce qu'on se prépare aux Jeux Olympiques en sachant qu'il y a 4000 personnes dangereuses sur le territoire français? Combien faut-il augmenter les forces de police pour qu'on ait le moyen de les contrôler? En plus des gens qui viendront pour les Jeux Olympiques. Donc on est sur quelque chose qui est assez fou. Et je crois qu'il y a quand même un problème qu'il faut prendre en compte, c'est que on a une espèce de droit de l'hommisme, si vous voulez, qui est un phénomène paralysant. C'est-à-dire, on va raisonner sur les principes et non pas sur les réalités. Et parce que c'est idéologique, ça empêche donc justement d'apporter une véritable réponse à cette menace terroriste. Alors aujourd'hui, cette menace terroriste en France, elle est endogène, c'est-à-dire qu'elle fait partie de la population et donc elle n'est pas donc exogène. Et comment on fait justement pour gérer cette menace terroriste qui est à l'intérieur même du pays? Effectivement, cette menace est les deux à la fois. Elle est endogène et exogène. C'est-à-dire que de toute façon, on aura toujours un afflux, si on continue la même politique du droit d'asile, si vous voulez, à voir arriver sur le territoire français des gens qui ne sont pas sur la voie de l'intégration et qui peuvent être pris en main
par trafiquants de drogue, par tout ce qu'on veut, effectivement, ou par des réseaux salafistes, comme il y en a sur le territoire français, avec des imams comme celui qui vient d'être expulsé. Bon. Donc la menace est les deux à la fois. Et ce qui en plus devient extrêmement inquiétant, c'est que cette menace diffuse dans la population musulmane, c'est-à-dire que à partir d'une posture séparatiste qui va se justifier par le fait que on va accuser d'islamophobie tout individu qui critique ces postures séparatistes. Rappelez-vous quand même qu'on est dans une situation où des enfants contestent l'enseignement qu'ils vont recevoir. Rappelez-vous cette scène extraordinaire où un enfant a contesté le fait qu'on lui a montré des peintures de la Renaissance sur lesquelles il y avait des femmes nues. Or, ces enfants, ils ont ces postures parce que leur famille les ont conditionnés comme ça. Donc ce séparatisme est celui qui va introduire ce sentiment de victimisation qui va servir de justification, de légitimation au passage à la violence. Imaginez une minute qu'on ouvre les portes pour faire venir des immigrés indiens, hindous. Ça voudrait dire que demain, il faudrait interdire que les vaches soient... Vous voyez ce que je veux dire ? Consacrées, parce que ces gens-là tiennent les islamistes tiennent un discours expliquant, et ça c'est les sondages récents qui le prouvent, que la loi religieuse est supérieure à la loi de la République. Alors ça veut dire qu'effectivement, si on va à une minorité hindoue, on aurait donc un refus, si vous voulez, des abattoirs, appuyé sur des argumentaires religieux. Donc voyez, on est dans une espèce de dérive sur laquelle l'islamo-gauchisme a largement légitimé, si vous voulez, ce genre de posture, qui fait qu'on s'est nous-mêmes fragilisés. On parlera de l'islamophobie, notamment comme argument pour justement ne pas répondre à la menace terroriste. Mais je voulais vous revenir sur cette menace terroriste. Depuis 2015, 75 attentats ont été déjoués, dont 65 par l'action de la DGSI. Donc on en a parlé tout à l'heure, les actions coordonnées comme ceux du 13 novembre 2015. Aujourd'hui, ça paraît impossible parce que justement la DGSI est au courant de ce qui peut se passer. Vous savez, ça paraissait aussi impossible que le Hamas fasse l'opération qu'il a fait en début de mois. Par principe, la surprise stratégique est celle qui prend à contre-pied tout un système de défense qui se pense complet. Le 11 septembre, c'était ça. Jamais les Américains n'auraient pensé que l'attentat viendrait chez eux, par ces modalités-là, sur des avions civils pour viser les Twin Towers. Et pourtant, ils avaient des documents, enfin, en tout cas, ils auraient pu déjouer cet attentat. Oui, mais si vous voulez, une fois, j'ai fait une étude quand j'étais à la délégation des affaires stratégiques pour savoir, à propos d'une crise qui était en l'occurrence le Rwanda, donc vous voyez, ça n'avait rien à voir avec les islamistes, pour savoir si les autorités politiques avaient les moyens de se douter de ce qui était en train de se préparer, ou en tout cas de la gravité de ce qu'on risquait. Or, on a repris donc avec mes collaborateurs tous les télégrammes diplomatiques un an avant la crise, on a pris toutes les notes de la DGSE un an avant la crise, toutes les notes de la direction du renseignement militaire un an avant. On a donc fait tout ce que le pouvoir public recevait comme information de ses propres systèmes. Les télégrammes diplomatiques survolaient le pays comme si c'était le 5e arrondissement. Le parti démocrate social va s'allier avec le parti républicain pour les prochaines élections municipales. Pas un mot sur ce qui était visible dans toutes les rues, c'est-à-dire le racisme anti-Tutsi qui s'affichait, les Tutsis étant qualifiés de cafards, etc. Donc vous vous dites, mais attendez, ça veut dire qu'un ambassadeur qui est en poste sur place n'ose pas trop, s'il sait qu'il y a une chaîne de commandement qui s'appelle la France-Afrique, n'ose pas trop, si vous voulez, être trop critique. On a trouvé en tout et pour tout une note de la DGSE alertant, disant « mais attendez, il y a quelque chose de grave qui se prépare ». Simplement, vous êtes dans une hiérarchie. Vous voyez remonter une note comme ça. Vous vous dites « mais attendez, c'est le seul à le dire. Est-ce que j'alerte mes autorités ou est-ce que j'attends ?» Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est la sociologie de la décision. Est-ce que vous dérangez le chef, si vous voulez, si vous n'êtes pas sûr que... Donc, vous voyez, tout ça, c'est très important à comprendre parce que la surprise stratégique, par principe, c'est celle dans laquelle un système s'endort sur sa puissance supposée et à l'inverse, que là, vous avez en face des individus qui sont prêts à imaginer des formes nouvelles. Et donc là, c'est ce qu'on a eu avec Gaza. D'autre part, à mon avis, la dimension politique de l'attaque du Hamas, c'est qu'on avait un processus de normalisation des États du Golfe avec Israël. Or là, il y a une espèce d'appel à la rue arabe pour dire, vous voyez, vos leaders négocient alors que nous sommes massacrés. Alors, ça, c'est pour la menace terroriste en France. Alors, on a beaucoup parlé de loup solitaire. La note sur l'état de la menace terroriste du ministère de l'Intérieur, elle parle de loup solitaire, de cas isolés, aujourd'hui avec des parcours individuels marqués par des facteurs et des fragilités psychologiques. Vous parlez de terroristes hybrides. Qu'est-ce que c'est des terroristes hybrides, Pierre Conessa ? Vous en parlez dans votre livre sur l'état des lieux du salafisme en France. Je ne crois pas à la thèse du loup solitaire, parce que finalement, vous voyez, maintenant, on entre dans une génération de procès.
dans lesquels parfois le terroriste lui-même a été tué par la police, mais on est en train d'investiguer pour savoir ceux qui ont su, ceux qui ont soutenu, ceux qui ont parfois aidé, ceux qui se sont tus. Donc on est bien dans quelque chose, si vous voulez. Il n'est pas possible de parler de loup solitaire, il est possible de parler d'une imprégnation séparatiste, ce que je fais dans le livre, pour expliquer qu'ensuite tous ceux-là vont ouvrir le parapluie en disant mais non, on ne pensait pas ça allait être si grave. C'est faux, c'est faux. C'est faux parce qu'encore une fois, on est dans un discours imprégné de victimisation et donc à la limite, on se dit oui, mais ils n'avaient qu'à, etc., etc. Et loup solitaire, ça permet aussi de dire à l'État, on n'est pas responsable, on ne peut pas surveiller tout le monde. C'était imprévisible. Alors, comme on ne peut pas surveiller tout le monde, moi je reviens toujours sur ma litanie. S'il y a trop de monde à surveiller, il n'y a qu'à vider le stock. Mais est-ce que ce n'est pas forcément des fichiers S, mais ce sont des gens qui sont radicalisés sur Internet, qui ont regardé notamment des vidéos qui appellent au djihad, ce que vous appelez le djihadisme 2.0. Oui, mais en même temps, si vous voulez, le filet fichier S ramasse beaucoup de monde. Il y a rarement des gens qui ne sont pas fichiers S qui passent à l'acte. La plupart du temps, ils étaient signalés, mais signalés avec un degré de dangerosité qui faisait qu'ils n'étaient pas obligatoirement prioritaires. Donc, encore une fois, les systèmes de renseignement intérieur marchent bien. Simplement, il y a un problème, si vous voulez, de point d'équilibre, c'est-à-dire à quel moment est-ce qu'on va décider de passer à l'acte. Et donc, faute de pouvoir effectivement prévoir lequel va passer à l'acte, encore une fois, moi je suis pour une politique de prévention et de protection. Ça veut dire si on a des gens dont on dit qui sont... Regardez ce qui s'est passé à Londres après les attentats. Rappelez-vous que Londres était présentée comme la capitale du communautarisme, où effectivement les musulmans étaient bien intégrés, etc. Quand il y a eu les attentats de Londres, les Anglais ont vidé les quartiers salafistes. C'est-à-dire qu'il faut croire que dans une démocratie comme l'Angleterre, qu'on ne peut pas soupçonner d'une dictature, il y a les moyens légaux de vider ces stocks. Mais alors concrètement, comment on vide? C'est-à-dire ça veut dire que tous ceux qui sont signalés avec un degré de dangerosité et qui ne sont pas anglais se voient retirer leur titre de séjour et on les expulse. Alors, pour la France, on est dans l'obligation de ce qu'on appelle l'OQTF, c'est-à-dire obligation de quitter le territoire français. Scénario absolument extraordinaire, puisque quand vous avez un terroriste condamné par la justice française, expulsable par la justice française, mais qui reçoit donc une obligation de quitter le territoire français, qui théoriquement lui laisse un mois pour s'en aller. Mais il y a une jurisprudence de la Cour de justice européenne, qui date de 2015, si je ne m'abuse, qui interdit qu'on expulse un individu dans un pays où sa sécurité n'est pas assurée. Vous imaginez que les Algériens vont récupérer leurs terroristes? Oui. Vous voyez le ridicule de la situation? C'est-à-dire d'abord, première chose, un OQTF en France qui ne peut pas être expulsé est à la charge de la République. Il est donc mieux traité qu'un SDF français puisqu'il est logé, nourri, blanchi. Deuxième caractéristique, de quel droit va-t-on appliquer une jurisprudence consistant à dire mais cet individu-là, il ne faut pas menacer sa vie, alors que c'est lui qui menace la vie des citoyens français. Et donc on est sur des situations qui sont juridiquement ridicules parce qu'on a justement, avec cette jurisprudence droit de l'homiste, on a des situations dans lesquelles le droit l'emporte sur la réalité. Moi j'ai été juge administratif, donc on avait des procédures d'expulsion, puisque c'est le juge administratif qui juge les arrêtés d'expulsion. On a eu des cas qui étaient complètement surréalistes parce que à l'époque, il n'y avait pas de phénomène terroriste, mais justement, le cas est intéressant à étudier sur le plan du droit pur. Quand on est saisi d'un dossier d'expulsion, donc le juge administratif le classe en deux parties, c'est-à-dire il y a un sursis. On peut suspendre la décision administrative, puisque par principe, c'est une décision d'autorité. Bon. Elle peut être suspendue par le juge, et puis on met un peu plus tard le jugement au fond pour savoir si effectivement il faut annuler ou pas. Pour décider le sursis, il y a deux conditions. La première, c'est que si c'est appliqué, ça crée un préjudice difficilement réparable. Or, une expulsion, effectivement, c'est difficilement réparable. Et par contre, il y avait un argument de droit au fond qui était effectivement probablement efficace, c'est-à-dire qu'il était père d'un enfant né en France, on était après Mitterrand. Donc théoriquement, ça ne posait aucun problème. Mais en fait, on avait le rapport de police, chose assez rare pour un juge administratif, et ce rapport de police disait que non seulement il ne s'occupait pas de son gosse, mais qu'il frappait son ex-femme quand il la voyait. Alors moi, j'ai plaidé en formation de jugement en disant « mais non, on ne lui crée pas un préjudice en le privant du droit de frapper sa femme. Il n'y a pas de droit constitutionnel pour ça. » Et les autres me disaient « oui, non, mais on va être annulé au Conseil d'État. » Je me dis « mais je m'en fous d'être annulé au Conseil d'État. Si on assure à sa femme 2 ans de tranquillité, parce qu'on vous rendait compte du ridicule de la situation, le droit l'emportait sur la réalité. Bon, finalement, comme au bout de 3 heures de délibéré, ils ont capitulé, on n'a pas prononcé le sursis. Mais l'avocat a dû s'en...
en perdre sa robe, quoi. Ouais, c'est ça. Alors aujourd'hui, vous parlez de terrorisme hybride. Ce que vous expliquez, c'est qu'avant, donc les terroristes, ils étaient anarchistes ou ils étaient révolutionnaires, ils faisaient partie d'un groupe, et qu'aujourd'hui, ils se réclament les terroristes djihadistes après seulement un acte, après un attentat, après avoir dit Allahu Akbar. On parle notamment justement au Trocadéro, donc proche du Trocadéro, donc il y a eu cet attentat justement sur un touriste notamment allemand. Il venait de nulle part, il n'était même pas fiché S, je crois. Il est arrivé, comment lui on fait en sorte d'anticiper ce genre d'attentat? On peut pas empêcher complètement, c'est certain. Mais si vous voulez, d'abord, encore une fois, je le dis, quand on a un stock de 4000 personnalités dangereuses, on est en droit de s'interroger sur le moyen de traiter cette menace, qui est énorme quand même, 4000 personnes. Bon. Deuxième remarque, effectivement, il est possible qu'il ait été fiché, mais le fichage est à la fois une espèce d'indicateur d'alerte. Si le type a des échanges sur Internet, dans lequel il va avoir des échanges avec des gens connus, etc., ce qui ne veut pas dire qu'il risque de passer à l'acte, mais ça veut dire qu'il est potentiellement dangereux. Alors effectivement, dans ce cas-là, troisième épisode ensuite, et ça c'est un développement que vous connaissez bien, c'est était-il normal au moment du passage à l'acte? Voilà. Et là on tombe dans la psychiatrisation, si vous voulez, du terrorisme. Et là, si vous voulez, c'est quelque chose qui est extrêmement grave, parce que ça veut dire que si on reconnaît qu'un individu n'était pas responsable au moment de son acte, à ce moment-là, il n'est pas jugeable. Mais s'il n'est pas jugeable, on fait quoi? Parce qu'on ne va pas le garder en hôpital psychiatrique jusqu'à l'équivalent de la peine à laquelle il aurait été condamné. Donc on est sur quelque chose, si vous voulez, encore une fois, quand on fait ce tour, si vous voulez, de ces postures, si vous voulez, qui sont à la fois droits de l'homiste, psychiatrisation, etc., on est face à une menace dont j'ai tendance à considérer qu'elle n'est pas suffisamment prise en compte. Et on est dans une impasse à ce moment-là, pénale et judiciaire. On va continuer cette vidéo avec vous, Pierre Conessa. Je rappelle, vous êtes ancien haut fonctionnaire et auteur de ce livre « État du salafisme en France, du séparatisme au terrorisme » aux éditions L'Aube. Il est pile 9h, c'est l'heure du bulletin d'actualité de Liselotte Dutreuil. Il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Alors Pierre Conessa, on l'a dit en première partie, il y a toujours une menace terrorisme en France, même si depuis quelques années, il y a moins d'actes terroristes, notamment parce qu'il y a une réponse de l'État, et puis il y a eu la fin de Daesh, et puis voilà, donc nous avons des actes plus isolés avec des terroristes hybrides, ce que vous appelez des terroristes hybrides et non pas des loups solitaires, mais le terreau, en tout cas du terrorisme en France, c'est l'islamisme, et il se radicalise dans un séparatisme. Vous faites un bilan du séparatisme en France, notamment dans l'école. Alors Nicole Belloubet, elle veut créer des classes spécialisées pour déradicaliser des élèves. Aussi à l'école, il y a donc 100 000 professeurs qui sont menacés par an, aussi pour des cas d'islamisme. L'école est devenue aujourd'hui en France un lieu de séparatisme. Ah ben oui, effectivement, puisque vous voyez malheureusement ces 2 assassinats effroyables qui se sont passés sur des enseignants. Ça veut dire que l'école est le lieu dans lequel se socialisent normalement les enfants de communautés qui viennent s'intégrer dans la population française. Quand il y a une posture de refus, comme ça se passe effectivement pour une partie de la communauté musulmane, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que, si vous voulez, la France est le pays qui a accueilli dans son histoire la plus grosse communauté juive, la plus grosse communauté arménienne, la plus grosse communauté musulmane, la plus grosse communauté chinoise, etc., etc. Or, on a des problèmes qu'avec une partie de la communauté musulmane. Donc, venir m'expliquer que le système d'intégration ne fonctionne pas, c'est un mensonge. Ça oblige à renverser la charge de la preuve. Parce que ça veut dire si les musulmans ne sont pas intégrés, c'est parce qu'on ne les veut pas. Non, ce n'est pas vrai. C'est parce qu'aussi, ils sont dans une posture de séparatisme. Et vous l'avez avec les sondages qui sont faits sur les jeunes musulmans qui considèrent que la loi religieuse est supérieure à la loi républicaine. Bon. Donc on est sur quelque chose, si vous voulez, où la prise en compte de cette dangerosité, effectivement, a mis beaucoup de temps à mûrir. Et on commence à peine, si vous voulez, on l'a vu encore une fois avec cet imam dont j'oublie toujours le nom, mais qui a été rapidement reconduit en Tunisie et qui évidemment se plaint aujourd'hui en disant « mais moi j'ai des enfants français, etc. » Bon, c'est dommage qu'il ne s'en soit pas aperçu avant. Deuxième remarque à propos du choix de cette chanteuse. Je suis en train de travailler aujourd'hui sur une autre forme de terrorisme qui était le terrorisme d'extrême gauche qu'on a eu dans les années 70-80. J'ai travaillé sur le cas Cesare Battisti. Cesare Battisti, pour vos auditeurs qui ne le connaissent peut-être pas, c'était effectivement un terroriste italien de l'époque des Brigades Rouges, si vous voulez, qui a été accusé par la justice italienne d'avoir participé à 4 meurtres de pauvres gens. Hein. C'était vraiment gratuit, pas des... Pardon ? C'était un attentat gratuit, enfin c'était des oui, personnes, enfin, c'était pas des policiers, ni des juges, ni quoi que ce soit. Bon. Et il se réfugie en France.
Alors, je la fais très brève, si vous voulez, parce qu'il va se sauver ensuite au Brésil, après il va revenir en France, etc., etc. Pendant toute son escapade, si vous voulez, il est réclamé par la justice italienne, justement parce qu'il est condamné à perpétuité pour ces 4 meurtres, dans lesquels les autres participants l'ont reconnu comme coupable. Et puis, il va être soutenu par une flopée d'intellectuels du 5e, 6e, 7e arrondissement pour expliquer qu'en fait, il n'est pas coupable. Et donc, je suis en train de faire cette liste parce que c'est absolument effrayant de voir combien des gens sont capables de se mobiliser pour un individu qu'ils ne connaissent pas, mais dont ils prétendent qu'il est innocent. Et puis finalement, après avoir été extradé, rappelez-vous, il y avait la doctrine Mitterrand. La doctrine Mitterrand, c'était c'est pas grave, s'ils n'ont pas de sang sur les mains, on vous les rend pas aux Italiens. Les Italiens l'avaient mauvaise parce qu'on ne peut pas considérer que l'Italie n'est pas une démocratie. Et bien finalement, quand Chirac est arrivé au pouvoir, donc on a donné Battisti, on a extradé Battisti en Italie, et il a reconnu qu'il était coupable. Mais aucun des pétitionnaires ne s'est excusé. Aucun n'a dit. Il y a même quelqu'un qui a écrit un bouquin, Fred Vargas, pour dire qu'effectivement, elle croit toujours qu'il est innocent, alors qu'il l'a lui-même reconnu. Pardon. Donc il y a quelque chose, si vous voulez, qui est vrai pour l'islamo-gauchisme et qui était vrai pour ce cas Battisti, parce que quand on est sorti du cas avec Battisti, on dit oui, c'est vrai qu'il y a une mécanique qui se déclenche sur rien. Encore une fois, parce que le présupposé, c'est que s'il est de gauche, c'est qu'il doit avoir raison, et donc l'État est coupable. Et là, on est un peu dans cette situation. Mais là, l'islamo-gauchisme, entre guillemets, soutient le terrorisme, même s'ils ne sont pas... Enfin, soutient le terrorisme, en tout cas, justifie, en tout cas, excuse en partie les terroristes, mais ne sont pas en accord idéologiquement avec ces terroristes en question. Donc là, il y a une différence. Oui, mais non. Une justification, notamment en disant, oui, il critique l'islamophobie. Oui, mais à l'époque non plus. C'est-à-dire qu'on reconnaissait qu'en Italie, il y avait des assassinats de policiers, des assassinats de journalistes. Donc on savait qu'il y avait une crise grave en Italie. Et c'est une démocratie proche, qui avait participé à la création de l'Europe, etc. Donc on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête? Alors vous ressortez à ce moment-là des arguments historiques. Oui, mais il y a le passé fasciste. Comprenez les générations qui ne savaient pas que l'Italie n'a jamais fait cette expiation. Bon. Donc, il est toujours possible de trouver des explications qui justifient ce terrorisme-là. Je le prends volontairement parce qu'il est loin, celui-là. Donc, on a beaucoup plus de chances d'y réfléchir. Mais sur l'islamo-gauchisme, on est exactement dans la même situation. Il y a 2600 lieux de culte en France pour les musulmans. On ne peut pas dire qu'il y a une islamophobie en France. Donc, si vous accusez le terme d'islamophobie, personne n'est accusé nommément. Ça veut dire que c'est la société qui est responsable. Oui. C'est comme quand on vous dit à Gaza, Israël massacre, ah, vous êtes antisémite. Alors vous êtes obligé de dire non, je suis ni juif ni musulman, je suis laïque. Je constate. Pour moi, c'est les victimes qui ont de l'importance. Et donc, vous êtes dans cette situation où vous vous rendez compte que finalement, on peut, faire prévaloir l'idéologie par rapport à la réalité des faits. Et c'est tellement confortable. Alors, on a parlé de l'école, je voulais vous parler du sport aussi, parce que vous le dites dans votre livre, notamment que le sport est devenu aujourd'hui un lieu de séparatisme aussi, alors qu'il n'y a pas d'idéologie dans le sport. À l'école, à la limite, il peut y avoir une confrontation entre, ce que vous en parlez tout à l'heure, notamment ce jeune homme qui ne voulait pas voir des peintures de la Renaissance parce qu'il y avait des femmes nues. Dans le sport, notamment, le sport devrait être neutre, et pourtant, c'est devenu un lieu de séparatisme. Oui, c'est effectivement, parce que pour des clubs... amateurs, si vous voulez, on va avoir des recrutements ethniques en disant oui, mais ça c'est un club pour les musulmans, etc. Bon, prières dans les mosquées, prières dans les vestiaires, des choses comme ça. Donc on va avoir des marques de séparatisme, si vous voulez, qui effectivement sont gênants pour les autres. Parce qu'encore une fois, les Juifs ne demandent pas à prier et les Arméniens ne demandent pas à prier dans les vestiaires. Donc on est sur une posture qui ne concerne qu'une partie de la communauté musulmane et c'est cette partie-là contre laquelle il faut se battre et non pas faire comme s'il fallait à chaque fois aménager la République. Et donc le sport est un des terrains, parce que c'est un des terrains de socialisation. Et justement, il y a aussi une question du nombre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où dans certains quartiers, il y a par exemple un club de foot, et dans ce club de foot, il y a une majorité de musulmans, et ceux qui ne sont pas musulmans, ceux qui ne font pas le ramadan, se sentent exclus et sont parfois humiliés par leurs collègues. Oui, et puis en plus, il faut bien se rendre compte que, si vous voulez, on a vis-à-vis de cette population musulmane républicaine, celle qui n'a aucun problème avec la République. On est nous-mêmes dans une attitude ambiguë et eux-mêmes sont menacés. C'est-à-dire, on est nous-mêmes dans une attitude ambiguë parce que quand il y a un attentat, en général, on se tourne vers eux en leur disant « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Alors, ils disent « Attendez, moi je suis français, pourquoi vous mettez... » « Ah, mais parce que vous êtes d'origine musulmane. » C'est-à-dire qu'on leur renvoie implicitement
à sa communauté, alors que justement, cette communauté ou cette identité n'est qu'une identité seconde par rapport à son idée française. Pardon. Deuxième attitude, si vous voulez, c'est celle effectivement qui consiste à dire il est impossible de traiter le sujet sans glisser vers l'islamophobie. C'est-à-dire qu'on a intériorisé l'idée que finalement toute posture qui serait ciblée sur une partie de la communauté musulmane est par nature islamophobe. Je travaillais avec une jeune fille qui était sur un travail de recherche pour un rapport qu'on faisait sur la radicalisation, qui avait un nom d'origine maghrébine. Donc, comme moi, je suis né en Algérie, je lui ai posé un jour la question en lui disant, mais d'où est originaire votre famille? Elle me dit, si j'avais un nom juif, vous m'auriez posé la question? Mais ce qu'elle me renvoyait exactement ce que je vous disais au début, c'est-à-dire, on est nous-mêmes dans cette posture où, plus simplement, au lieu de cibler les salafistes, on va, d'une manière ou d'une autre, faire glisser sur l'ensemble de la communauté musulmane. Or, il y a encore une fois des gens de la communauté musulmane qui sont physiquement menacés par les salafistes. Donc, vous voyez qu'on est sur quelque chose où il faut que la ligne de conduite soit intransigeante vis-à-vis des salafistes et, au contraire, tout à fait... accueillant avec ceux, justement, qui refusent le séparatisme, parce qu'il y en a, évidemment, dans la communauté musulmane. Bien sûr, bien sûr. Alors, je voulais vous parler du financement par l'État, parce que vous dites que le séparatisme est notamment financé par l'État et qu'il y a même une justification théologique à ça. Ça s'appelle la Ganima. C'est la justification donc théologique à la fraude aux aides sociales ou au crédit à la consommation. Alors, comment c'est possible? Justement, donc, dans l'islam, il y a une justification à une fourberie, notamment financière. Mais parce que si on se met dans la posture du djihad version guerrière, vous savez que dans le djihad tel qu'il a été défini par le prophète, il y a le double sens, c'est-à-dire c'est à la fois un combat contre soi-même pour être un meilleur pratiquant, et puis avec la suite de l'histoire, parce que quand même, Mahomet a quand même été un prophète guerrier, quand même. Il y a aussi l'idée que le djihad, c'est aussi la mobilisation des musulmans contre les autres, les mécréants. Bon. Et donc, on a quelque chose, si vous voulez, qui est lié évidemment à ça, c'est le pouvoir du butin. Toutes les guerres, on commence par prendre le butin, on massacre un peu et puis on prend le butin. Donc, si vous voulez, c'est pas parce qu'on lui donne un qualificatif arabe que ça va changer la nature. Donc, aujourd'hui, ces types qui vivent dans une espèce de clandestinité d'une société dans laquelle ils ne sont pas majoritaires, ça va être la légitimation de la délinquance. Ça va être la légitimation, effectivement, de l'attaque de banque, du trafic de drogue, etc., etc. Mais c'est pas sur ce terrain-là qu'il faut les coincer. Mais même si le trafic de drogue, paradoxalement, enfin, la drogue est mal vue dans l'islam. C'est ça qui paraît paradoxal. Oui, mais c'est toujours pareil, si vous voulez. C'est quand, à partir du moment où ça vient alimenter des caisses, on ferme les yeux. Si ça vient alimenter des réseaux, etc. Donc, bien sûr que si l'islam était pratiqué tel que le prophète l'a imaginé, on ne serait pas dans cette situation-là. Il faut quand même penser que le Coran, comme d'ailleurs les évangiles, ont été écrits bien longtemps après la mort du prophète. C'est-à-dire que toutes les adaptations qui ont été intégrées par les autres ne sont pas obligatoirement la pensée originelle. C'est comme quand vous dites que celui qui a propagé le christianisme, c'est Saint Paul, qui n'avait jamais connu Jésus. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont capables de traduire politiquement ce qui était le message religieux, si vous voulez, dans un contexte qui peut être différent. Après, ça, c'est une critique Enfin, c'est une conversation de théologien, mais on est d'accord. Non, mais on est en plein dedans. C'est-à-dire que ce qu'on va prendre comme la parole de Dieu... est une parole de Dieu qui a mis un siècle parfois à se formaliser. Donc, Dieu devait avoir une extinction de voix. Alors, je voulais vous parler, avant de vous quitter, Pierre Conessa, de votre livre, donc État des lieux du salafisme en France. On a l'impression que finalement, c'est le séparatisme qui a gagné dans la bataille, notamment islamique, parce qu'il y a deux manières d'imposer l'islam, soit par le terrorisme, soit par la violence, soit par la soumission. Je pense notamment au livre de Michel Houellebecq qui s'appelle Soumission. On a l'impression finalement que c'est cette stratégie qui a gagné. C'est-à-dire que c'est une soumission lente, petit à petit. Voilà, c'est dans les écoles, dans le sport, à l'hôpital aussi, parce que vous parlez de l'hôpital. Et c'est une solution pacifique, plutôt d'islamisation de la France. Disons qu'il y a quelque chose de très ambigu, si vous voulez, dans cette affirmation de l'islam sur le territoire et dans la société française. Parce qu'il est évident que ce n'est pas quand vous voyez une femme portant un foulard sur la tête dans la rue que vous avez l'impression que c'est une terroriste. C'est-à-dire qu'il y a une banalisation d'une posture d'identité, si vous voulez, qui n'est pas obligatoirement porteuse de violence. Qu'elle soit porteuse de séparatisme, oui, c'est une évidence. Et puis ensuite, ça diffuse sur les enfants, dans ce milieu de fragile qui est par nature l'école, etc. Donc c'est ça que j'ai voulu essayer de montrer. C'est-à-dire que ces postures séparatistes conduisent à un sentiment de victimisation. Et ensuite, ce sentiment de victimisation va être utilisé par certains pour expliquer qu'il faut se défendre. Et se défendre, ça veut dire attaquer. Donc on est sur quelque chose, si vous voulez, que je prends comme un continuum intellectuel. Et c'est pour ça que je suis pas
convaincu par ce qui se dit sur la pratique de l'islam en France, parce qu'encore une fois, il y a des lieux de culte. Il y a des Français de culture musulmane qui peuvent tranquillement aller à la mosquée quand ils en ont envie, mais on voit bien que, si vous voulez, c'est la seule identité religieuse qui demande des lois dérogatoires. Je vous prends l'exemple des hindous. S'ils étaient sur le territoire français, il faudrait fermer tous les abattoirs. Vous voyez, on ne se rend même plus compte, si vous voulez, parce qu'on a progressivement accepté cette démarche en disant oui, mais après tout, ce sont des aménagements raisonnables. Non, ce ne sont pas des aménagements raisonnables. Parce que ces aménagements raisonnables signifient que la raison peut continuer à branler. Et la deuxième chose, c'est qu'encore une fois, ce que je répétais tout à l'heure, c'est-à-dire on a laissé sur le territoire français une population qui est dangereuse. Et dans la perspective des Jeux Olympiques, je trouve qu'il faudrait avoir l'attitude des Anglais après les attentats à Londres. Donc, c'est-à-dire faire en sorte, avant les attentats, de vider les stocks, expulser tous les fichiers S de France. Non, pas tous les fichiers S, parce que vous avez des binationaux et vous avez des nationaux. Vous ne pouvez pas expulser les nationaux. Mais qu'on applique la déchéance de nationalité, qu'on applique effectivement des mesures d'expulsion pour des gens dont on sait qu'ils ont un degré de dangerosité, etc., qui vivent de trafic. C'est une politique pénale. Hein, je veux dire, ça, on les connaît et on aurait la possibilité. On en connaît un certain nombre. On attend les Jeux Olympiques pour pouvoir faire quelque chose. Parce que là, la menace est énorme. Là, le risque est énorme, oui, effectivement. Mais encore une fois, moi, je vais peut-être apparaître comme un espèce de vieux réactionnaire, mais je m'en fiche. Là, c'est la sécurité de la population française qui m'importe. Regardez le cas du Tchétchène et de l'Ingouche. C'est pas la menace de la France sur la Tchétchénie et l'Ingouchie. Ce sont des gens qu'on a acceptés sur le territoire dans des conditions. Ils habitaient d'ailleurs, je crois que c'était les Anzorov qui habitaient à Évreux, dans un HLM où j'ai moi-même habité. Bon, donc on a offert un logement à ces gens. On les a accueillis. Et ils sont capables d'avoir un enfant qui est radicalisé dans leur famille pour assassiner un professeur de la République française. Mais je veux dire, quand est-ce qu'on va arrêter de... Oui. Donc aujourd'hui, au nom de la sécurité de l'État, avant les Jeux Olympiques, on peut contrecarrer l'État de droit pour vous? Mais on peut appliquer les droits de l'État de droit. Regardez pour l'imam, quand il a été expulsé dans les 48 heures. Ça veut dire qu'on a les moyens légaux de considérer que des gens qui sont potentiellement dangereux peuvent être expulsés. Et pour vous, on le fait que dans des cas individuels, alors qu'on devrait le faire de manière plus large? On devrait le faire de manière plus systématique, oui, absolument. Mais merci beaucoup, Pierre Conessa. Voilà, on a bien compris que la menace terroriste, malheureusement, est toujours bien présente en France. Je rappelle que vous êtes ancien fonctionnaire, et puis je vais rappeler le titre de certains de vos ouvrages. Dr Saoud et Mister Jihad, c'était en 2016. Et puis Dieu, on ne discute pas les radicalismes religieux en 2020. Vendre la guerre, le complexe militaro-intellectuel. Et puis dernièrement, état des lieux du salafisme en France, du séparatisme au terrorisme, aux éditions L'Aube. Merci à vous et à très vite sur notre antenne. Merci de votre invitation.